Quand on est tué par des fourmis légionnaires, ce ne sont pas les morsures qui vous tuent, ce qui vous tue, c'est l'invasion de vos poumons. Lors d'une autopsie, les médecins légistes ne remettent pas les organes à leur place d'origine. Une fois l'examen terminé, tous les organes sont placés ensemble dans la cavité abdominale, souvent dans un sac plastique ou textile, un peu comme un sac poubelle anatomique. Le but de l'autopsie est d'examiner les organes pour déterminer la cause du décès, pas de restaurer l'anatomie comme elle était. Une fois les analyses terminées, les organes sont remis dans le corps, mais de façon fonctionnelle plutôt que anatomiquement précise, tout est rangé dans l'abdomen, même ceux qui étaient dans le thorax comme les poumons ou le cœur. Et si le corps est destiné à une crémation, cette étape est encore plus sommaire, puisque tout sera brûlé. Par contre, pour les enterrements ouverts au public, l'extérieur du corps est restauré avec soin pour que ça ait l'air normal, mais à l'intérieur, c'est souvent un rangement global. Les prions, c'est probablement l'une des choses les plus flippantes de la biologie. Ce sont des protéines mal repliées, mais contrairement aux protéines défectueuses normales que ton corps recycle ou détruit, les prions sont stables, résistants et infectieux. Ils ne contiennent aucun matériel génétique, pas d'ADN, pas d'ARN, juste une forme anormale d'une protéine qu'on a tous dans le corps, qui a simplement une mauvaise structure tertiaire. Et c'est là que ça devient vraiment sinistre. Quand un prion entre en contact avec une version normale de cette protéine dans ton corps, il la force à changer de forme pour devenir elle aussi un prion. C'est une réaction en chaîne lente mais inévitable. Ton corps ne les reconnaît pas comme étrangers, donc il ne les combat pas, et ils s'accumulent dans le cerveau, provoquant des trous dans le tissu cérébral, littéralement des lésions en éponge. D'où le nom de maladie à prions, encéphalopathie spongiforme. Ces maladies sont incurables, progressive et toujours mortelle. La plus connue est la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ou sa version bovine, la fameuse vache folle, encéphalopathie spongiforme bovine. Il n'existe aucun traitement efficace, et les prions résistent même aux procédés de stérilisation classiques, ils survivent à la chaleur, aux désinfectants et au temps. Tu peux en être exposé par consommation de viande contaminée, transfusion, ou même matériel chirurgical mal désinfecté. Et le plus dérangeant, c'est que l'incubation peut durer des années ou même des décennies avant l'apparition des premiers symptômes neurologiques, perte de mémoire, troubles moteurs, démence, puis la mort. En gros, c'est une protéine zombie qui transforme les autres protéines à son image, et ton corps ne peut absolument rien y faire. La peste, ou plus précisément la peste bubonique, n'a jamais disparu, elle est toujours là, tapis en fond, dans certaines régions du monde où elle est endémique. Des endroits comme l'ouest des États-Unis, Madagascar, certaines zones d'Afrique, d'Asie centrale ou même d'Amérique du Sud voient encore chaque année quelques cas humains. Elle circule principalement chez les rongeurs sauvages, comme les rats, les écureuils, les marmottes, et se transmet via les puces infectées. La raison pour laquelle ce n'est plus un fléau mondial, c'est parce qu'on a désormais les antibiotiques, l'hygiène, la surveillance épidémiologique et des systèmes de santé capables de contenir les flambées avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Mais la bactérie responsable, Yersinia pestis, est toujours là, dans des réservoirs naturels, attendant juste une faille dans l'organisation humaine. Et c'est là que ça devient inquiétant, si on assistait à un effondrement global, guerre nucléaire, supervolcan, impact d'astéroïdes, pandémie massive, etc. avec perte des structures sanitaires et sociales, alors les conditions qui ont favorisé la peste au Moyen-Âge pourraient revenir, pauvreté, promiscuité, manque d'hygiène, cadavres non traités, rongeurs qui prolifèrent. Dans ce genre de contexte, la peste pourrait tout à fait refaire surface comme une menace sérieuse, surtout si elle n'est pas détectée à temps ou si les antibiotiques sont introuvables. Et c'est sans même parler des formes plus virulentes, comme la peste pneumonique, qui peut se transmettre par voie aérienne et tuer en quelques jours sans traitement. Donc ouais, la peste, c'est pas juste une page d'histoire. C'est un tueur endormi, qui reste sous contrôle tant que notre société fonctionne. Mais si les lumières s'éteignent pour de bon, elle est toujours là, prête à revenir.
La résistance antimicrobienne est l'une des plus grandes menaces sanitaires de notre époque, et elle avance beaucoup plus vite que notre capacité à y répondre. Les bactéries évoluent constamment, et avec chaque exposition aux antibiotiques, elles ont une chance de développer une mutation qui les rend résistantes. Le problème, c'est qu'on a utilisé, et souvent abusé, des antibiotiques pendant des décennies, que ce soit dans la médecine humaine, en agriculture ou dans l'élevage industriel, créant une pression sélective massive. Résultat, on a sélectionné des souches de bactéries qui peuvent résister à plusieurs, voire à tous les antibiotiques disponibles, ce qu'on appelle des bactéries multirésistantes ou PAN résistantes. Et pendant ce temps, le développement de nouveaux antibiotiques est dramatiquement lent. C'est un processus complexe, coûteux, et peu rentable pour les labos pharmaceutiques, car un nouvel antibiotique est souvent gardé en réserve pour éviter d'accélérer la résistance, donc il ne rapporte pas d'argent. On commence déjà à voir les conséquences, des infections banales, comme une cystite, une otite ou une infection cutanée, peuvent devenir potentiellement mortelles si elles sont causées par une bactérie résistante. Des interventions médicales courantes comme la chirurgie, la chimiothérapie, ou même un accouchement deviennent beaucoup plus risquées, car elles reposent sur la capacité à prévenir ou traiter les infections. L'OMS parle d'un retour à l'ère pré-antibiotique, où une simple éraflure ou une angine pourrait tuer, comme c'était le cas avant les années 1940. On est déjà dans une phase critique dans certains hôpitaux, notamment en Inde ou en Chine, où des superbactéries comme NDM1 ou des souches résistantes de Klebsiella pneumoniae causent des morts malgré tous les traitements existants. Et le plus inquiétant, la résistance ne connaît pas de frontières. Une bactérie résistante émergée dans un coin du monde peut se retrouver dans n'importe quel pays en quelques jours via les transports internationaux. Sans une réaction massive, changement d'usage des antibiotiques, amélioration de l'hygiène hospitalière, investissement urgent dans la recherche, on court droit vers un avenir où une appendicite pourrait de nouveau être une condamnation à mort. L'appel du vide, c'est un truc que beaucoup de gens expérimentent, souvent sans vraiment le comprendre ni l'identifier. Tu es sur un pont, au bord d'une falaise, dans une voiture à pleine vitesse, et soudain, ton cerveau te balance une pensée intrusive comme « et si je sautais ?» Pas parce que tu veux mourir, mais juste parce que l'idée surgit, sans prévenir. Ce n'est pas un signe automatique de tendance suicidaire. Au contraire, certaines études suggèrent que les gens mentalement sains, sans dépression ou pulsion suicidaire, peuvent être plus enclins à ressentir cette pensée, précisément parce que leur cerveau est très conscient du danger et qu'il essaie de réaffirmer leur volonté de vivre. C'est une sorte de micro-vérification existentielle, un petit test mental du genre « tu pourrais faire ça, mais tu ne vas pas le faire, n'est-ce pas ?» Les scientifiques parlent parfois de ça comme d'un phénomène de dissociation brève ou d'une interférence cognitive automatique. Le cerveau repère une possibilité et la considère une fraction de seconde, comme il le ferait pour n'importe quelle option dans un environnement. Mais c'est hyper perturbant quand ça arrive, justement parce que ça vient sans raison émotionnelle apparente. Et comme on en parle peu, les gens pensent souvent qu'ils sont seuls à ressentir ça, alors qu'en réalité, c'est assez courant, et en parler aide à le dédramatiser. En résumé, l'appel du vide, c'est une pensée étrange, fugace et intrusive, qui ne veut pas dire que tu veux mourir, mais plutôt que ton cerveau est en train de reconnaître que la vie, parfois, tient à peu de choses. Si ton chien va nager dans un lac peu après avoir reçu un traitement anti-puce, ça peut littéralement ravager la population d'invertébrés aquatiques. Ces produits contiennent souvent des insecticides puissants comme la permétrine ou l'imidaclopride, conçus pour tuer les puces et les tiques en affectant leur système nerveux. Le problème, c'est que ces substances ne restent pas strictement sur le chien, elles peuvent se lessiver dans l'eau, surtout si l'animal se baigne dans les heures ou jours qui suivent l'application. Et c'est pas juste un petit impact, une étude a montré qu'un chien de grande taille peut relâcher assez de neurotoxines en nageant dans l'équivalent de 8 piscines olympiques pour tuer jusqu'à 50% de la population d'invertébrés du plan d'eau en moins de 48 heures. Ces invertébrés, c'est pas juste des petits machins dans l'eau, ce sont des éléments essentiels de l'écosystème, nourriture pour les poissons, filtres naturels, acteurs de la décomposition, etc. Même si la quantité de toxines libérées diminue avec le temps,
les traitements sont souvent conçus pour durer un mois, le produit continue à se diluer dans l'eau à chaque baignade. Et si plusieurs chiens traités se baignent dans le même plan d'eau, l'effet s'accumule rapidement et devient carrément destructeur. Bref, laisser un chien traité aller nager, surtout dans un lac ou une rivière, c'est pas juste une mauvaise idée, c'est une vraie menace écologique. Le pamplemousse interfère gravement avec un grand nombre de médicaments sur ordonnance, et c'est pas un petit détail. Il contient des composés qui bloquent une enzyme dans l'intestin, une enzyme qui est censée décomposer certains médicaments avant qu'ils passent dans le sang. Résultat, le médicament devient beaucoup plus puissant que prévu, parfois jusqu'à des niveaux dangereux. C'est pas juste un petit boost, ça peut provoquer des effets secondaires graves, genre problème de foie, troubles du rythme cardiaque ou même une overdose involontaire. Et ce n'est pas un cas rare, ça concerne des statines, des antihypertenseurs, des anxiolytiques et plein d'autres trucs. Même un verre de jus de pamplemousse peut foutre le bazar pendant plusieurs jours, donc quand c'est écrit sur la notice « Évitez le pamplemousse », c'est pas juste une suggestion. Les cellules du muscle cardiaque, appelées cardiomyocytes, ont une capacité de régénération extrêmement limitée chez l'adulte, on parle d'environ 1% par an, et ce taux diminue encore avec l'âge. Donc quand une personne subit un infarctus, c'est-à-dire qu'une partie du muscle cardiaque meurt faute d'oxygène, ces cellules ne repoussent pas. Le corps ne peut pas les remplacer efficacement. À la place, ce qui se passe, c'est que la zone endommagée est remplacée par du tissu cicatriciel, comme une sorte de patch fibreux qui ne se contracte pas. Le cœur perd donc une partie de sa capacité à pomper efficacement le sang, ce qui peut mener à une insuffisance cardiaque chronique. Et comme les dégâts sont cumulatifs, il suffit de plusieurs petits infarctus au fil du temps pour se retrouver avec un cœur trop affaibli pour maintenir une circulation normale. C'est pour ça que dans les cas graves, quand le muscle cardiaque est trop abîmé pour fonctionner correctement, la seule solution restante est souvent une greffe du cœur. Mais il y a trop peu de cœurs disponibles, et les greffes sont complexes, donc trouver un moyen de régénérer les cellules cardiaques est un des gros défis de la recherche actuelle. Il y a plein de pistes explorées, stimuler la division des cardiomyocytes, reprogrammer d'autres cellules pour qu'elles deviennent des cellules cardiaques, ou encore utiliser des cellules souches pour réparer le tissu. Le problème, c'est que même quand ça marche en labo ou chez les souris, le passage à l'humain reste super compliqué. Mais l'objectif est clair, transformer un organe qui ne se régénère pas en un organe qui pourrait, au moins en partie, se réparer lui-même. Ce qui est dingue avec l'acétaminophène, ou paracétamol, selon les pays, c'est que c'est l'un des médicaments les plus utilisés au monde, pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre, et pourtant, les scientifiques ne savent toujours pas précisément comment il fonctionne. On a quelques hypothèses, comme une possible action sur une enzyme du système nerveux central, ou une influence sur les voies sérotoninergiques ou les récepteurs endocannabinoïdes, mais rien de tout ça n'est prouvé de manière définitive. C'est une sorte de zone floue pharmacologique, on sait que ça marche, on connaît bien ses effets secondaires et son métabolisme, mais le mécanisme exact reste un mystère. Et malgré cette incertitude, le paracétamol est massivement prescrit, souvent en première intention contre la fièvre, les douleurs musculaires, les maux de tête, ou même après des opérations. Il est généralement considéré comme surdose normale, mais peut devenir extrêmement toxique pour le foie en cas de surdose, ce qui le rend aussi l'une des causes principales d'intoxication médicamenteuse dans de nombreux pays. Donc ouais, on a un médicament que presque tout le monde prend, souvent dès l'enfance, qu'on trouve dans quasiment toutes les armoires à pharmacie, mais on ne sait pas exactement pourquoi il soulage. C'est un peu comme utiliser une machine qui fonctionne super bien, mais sans vraiment comprendre ce qu'il se passe sous le capot. Les neutrinos sont des particules incroyablement légères et insaisissables, presque fantomatiques. Leur chance d'interagir avec la matière est si infime qu'on les compare souvent à une pierre lancée depuis l'espace avec la probabilité ridicule qu'elle tombe pile sur une pièce de monnaie au sol. Chaque seconde, des milliards de neutrinos provenant du Soleil traversent ton corps sans que tu t'en rendes compte, ils passent littéralement à travers toi comme si tu n'existais pas. Pour détecter ne serait-ce qu'un seul de ces neutrinos,
les scientifiques doivent construire d'énormes détecteurs, souvent des cuves remplies de milliers de tonnes d'eau ultra pure ou d'autres matériaux, placés profondément sous terre, dans des mines ou sous des montagnes, pour les protéger du bruit de fond des autres radiations. Et même là, ils peuvent attendre des mois pour enregistrer un seul événement. C'est dire à quel point ces particules interagissent rarement. Mais voilà le paradoxe, malgré leur faible propension à interagir, en cas d'événement extrême comme une supernova, c'est-à-dire l'explosion finale d'une étoile massive, la quantité de neutrinos émis serait si colossale qu'ils pourraient effectivement devenir mortels. Lorsqu'une étoile s'effondre sur elle-même, elle libère la majorité de son énergie sous forme de neutrinos, bien plus que de lumière ou de matière visible. Dans ce scénario, même si chaque neutrino a une chance ridiculement faible d'interagir avec tes cellules, leur nombre serait si astronomique que le cumul de leurs interactions suffirait à infliger des dégâts biologiques significatifs, potentiellement mortels, juste par l'ionisation et les décharges d'énergie microscopiques dans les tissus. Donc si, théoriquement, le Soleil explosait en supernova, ce qui ne peut pas arriver dans la réalité, car il n'a pas la masse suffisante, tu pourrais être tué par un flux de neutrinos, en supposant que l'explosion elle-même, les radiations ou l'onde de choc ne t'aient pas déjà vaporisé avant. C'est un parfait exemple de la manière dont quelque chose presque totalement inoffensif à l'échelle individuelle peut devenir terrifiant à l'échelle cosmique. Les personnes les plus jeunes à avoir développé la maladie d'Alzheimer avaient environ 25 ans. Une femme a même reçu un diagnostic à seulement 31 ans, alors qu'elle était enceinte. Ces cas précoces sont extrêmement rares, souvent liés à des mutations génétiques héréditaires très spécifiques, mais ils montrent que la maladie n'est pas uniquement réservée aux personnes âgées. Quand on reçoit un diagnostic d'Alzheimer vers 65 ans ou plus, la réalité, c'est que la maladie a commencé bien longtemps avant. En fait, les chercheurs estiment qu'elle peut ravager silencieusement le cerveau pendant 20 à 30 ans avant que les premiers symptômes évidents apparaissent. C'est ce qui la rend particulièrement insidieuse, le cerveau est incroyablement bon pour compenser les dégâts. Il réorganise les connexions, il contourne les circuits défaillants, et il masque les pertes jusqu'au jour où il ne peut plus. Ce moment de bascule peut être brutal, une désorientation dans un lieu familier, une perte de mémoire inquiétante, une confusion subite, mais à ce stade, les dommages sont déjà massifs et irréversibles. Le cerveau, littéralement, est déjà en train de s'effondrer. Cela signifie qu'une partie des gens âgés de 40 à 60 ans, aujourd'hui, ont peut-être déjà entamé ce processus dégénératif sans le savoir. Ce n'est pas une perspective très réconfortante, mais c'est réaliste. Les biomarqueurs de la maladie, comme les plaques amyloïdes ou la protéine Tau anormale, peuvent être détectés des années avant les symptômes, mais ils ne font pas l'objet de dépistage systématique, en partie parce qu'on n'a pas encore de traitement curatif. Ce qui rend cette situation encore plus urgente, c'est que notre mode de vie joue un rôle important dans le développement, ou l'accélération, de la maladie. Hypertension, diabète, sédentarité, isolement social, manque de sommeil, stress chronique, tout ça augmente le risque de dégénérescence cognitive. Inversement, une bonne hygiène de vie, alimentation méditerranéenne, exercice physique régulier, stimulation intellectuelle, vie sociale riche, peut réellement retarder l'apparition des symptômes, voire ralentir la progression des lésions. Donc non, Alzheimer ne surgit pas du jour au lendemain. Et c'est précisément ce qui la rend si dangereuse, elle travaille en silence, parfois dès la quarantaine, pendant que vous vivez votre vie normalement. C'est pourquoi il est crucial de prendre soin de son cerveau bien avant la retraite, parce qu'une fois les signes visibles présents, il est souvent trop tard pour inverser quoi que ce soit. Une éjection de masse coronale, CME, pour coronal mass éjection, est probablement le type de catastrophe spatiale le plus susceptible de mettre fin à notre civilisation technologique moderne. Contrairement à l'image spectaculaire d'un astéroïde géant s'écrasant sur Terre, les CME sont des phénomènes beaucoup plus fréquents et sournois. Le Soleil en émet régulièrement, et certains de ces événements peuvent être extrêmement puissants. Ils projettent dans l'espace des milliards de tonnes de plasma magnétisé à des vitesses pouvant dépasser les 2000 km par seconde. Si une CME particulièrement puissante frappe la Terre de plein fouet, les conséquences seraient catastrophiques. Le dernier événement majeur connu,
souvent cité comme référence, est l'événement de Carrington en 1859. À l'époque, les infrastructures électriques étaient quasi inexistantes, mais le télégraphe, seule technologie de communication longue distance, avait littéralement pris feu dans certains cas. Des opérateurs ont reçu des décharges électriques, des papiers ont brûlé, et certaines lignes télégraphiques ont continué à fonctionner, même déconnectées de leur source d'alimentation, à cause de l'induction massive créée par la tempête géomagnétique. Imagine maintenant un événement de cette ampleur, ou pire, frappant notre monde ultra dépendant de l'électronique, satellites grillés, réseaux électriques détruits, GPS inutilisables, Internet coupé, système de navigation, de communication et de contrôle industriel effondré. Les transformateurs à haute tension du réseau électrique pourraient mettre des mois, voire des années, à être remplacés, car ils sont coûteux, complexes à produire, et fabriqués en nombre limité. Le continent qui ferait face au Soleil au moment de l'impact serait le plus durement touché, mais les effets secondaires toucheraient toute la planète, effondrement de chaînes d'approvisionnement mondiales, marchés financiers paralysés, infrastructures médicales ou logistique hors service. Ce genre d'événement ne relève pas de la science-fiction, c'est une question de « quand », pas de « si ». Les experts estiment que de fortes CME frappent la Terre environ tous les 100 à 200 ans. Statistiquement, on est donc en retard pour la prochaine. Une étude de la NASA a même estimé qu'une CME similaire à celle de Carrington, si elle s'était produite en 2012, une CME géante nous a frôlé cette année-là, aurait pu causer des dommages estimés à plus de 2000 milliards de dollars, juste pour les États-Unis. Le plus tragique, c'est qu'on pourrait atténuer les effets avec des protections magnétiques, des systèmes d'alerte précoce, des améliorations des réseaux électriques et satellites. Mais tout cela coûte cher, et tant que le danger reste abstrait, il y a peu de volonté politique ou économique d'agir. Ce n'est que lorsque les lumières s'éteindront pour de bon qu'on réalisera à quel point notre monde est fragile. Et à ce moment-là, il sera trop tard. C'est une menace bien plus probable et plus immédiate qu'une collision avec un astéroïde, mais parce qu'elle est invisible, silencieuse, et sans effet spectaculaire immédiat, elle reste ignorée. Quand on est tué par des fourmis légionnaires, ce ne sont pas les morsures qui vous tuent. Ce qui vous tue, c'est l'invasion de vos poumons. Ces fourmis, comme celles du genre Eciton en Amérique ou Dorilus en Afrique, sont connues pour leur comportement de chasse en masse. Des colonies comptant parfois plusieurs centaines de milliers, voire des millions d'individus, se déplacent en vagues organisées et dévorent tout sur leur passage. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas la douleur ou la perte de sang qui entraîne la mort, même si les morsures peuvent être féroces. C'est leur capacité à s'introduire partout, nez, oreilles, bouche et voies respiratoires. Si une personne est inconsciente, très affaiblie ou incapable de se déplacer, elle peut littéralement se faire envahir de l'intérieur. Les fourmis rampent dans les voies nasales et la trachée, puis jusque dans les poumons, provoquant une asphyxie mécanique. Ce sont les poumons bloqués ou gravement irrités par la présence de milliers d'insectes qui tuent, bien plus que les blessures externes. Heureusement, les cas où cela arrive sont extrêmement rares, car les humains conscients peuvent généralement fuir ou se défendre. Mais dans certaines régions rurales d'Afrique ou d'Amérique centrale, il existe des récits documentés, notamment dans des hôpitaux de campagne ou des villages isolés, de personnes âgées, paralysées ou malades retrouvées mortes, envahies par des armées de fourmis. C'est brutal, presque inconcevable, mais biologiquement plausible. Encore une preuve que la nature n'a pas besoin de venin ou de crocs géants pour être terrifiante, juste de l'organisation, du nombre, et une stratégie implacable. Les éruptions limniques sont l'un des phénomènes naturels les plus flippants, justement parce qu'elles sont rares, silencieuses et potentiellement dévastatrices. En gros, certaines lacs volcaniques ont d'énormes quantités de CO dissous dans leurs eaux profondes, stockées sous haute pression. Ce gaz provient souvent de l'activité géothermique ou volcanique sous le lac. Tant que l'eau reste stable et stratifiée, ça ne pose pas de problème. Mais si quelque chose perturbe l'équilibre, comme un glissement de terrain, une éruption, ou même un gros orage, ça peut déclencher une libération brutale du CO, un peu comme quand tu secoues une bouteille de soda et que tu l'ouvres d'un coup. Le résultat, c'est une explosion silencieuse de gaz qui remonte à la surface, se répand autour du lac et étouffe tout ce qui respire.
Le CO est incolore, inodore, et plus lourd que l'air, donc il déplace littéralement l'oxygène au sol. Les humains, les animaux, tout ce qui respire meurt en quelques minutes, souvent sans comprendre ce qui se passe. Tu tombes au sol, tu t'étouffes, et c'est fini. Le cas le plus connu, c'est le lac Nyo au Cameroun, en 1986. Un nuage massif de CO s'est libéré du lac pendant la nuit, a dévalé les collines et a tué environ 1700 personnes et des milliers de têtes de bétail en quelques minutes. Aucune alerte, aucun bruit, juste des gens qui ne se réveillent pas le matin. Aujourd'hui, des systèmes de dégazage contrôlés ont été installés sur certains lacs à risque pour libérer lentement le CO accumulé. Mais il en existe d'autres, potentiellement dangereux, non surveillés à travers le monde, surtout dans des régions volcaniques. Ce qui est particulièrement terrifiant, c'est que c'est invisible, silencieux et instantané. Tu ne vois rien venir. Pas d'alerte, pas de bruit, pas de feu ni de tremblement de terre. Juste, plus d'oxygène. Les centrales à charbon relâchent environ 500 fois plus de radiation dans l'atmosphère que n'importe quelle centrale nucléaire à fission ne pourrait le faire en fonctionnement normal. C'est un fait contre-intuitif, mais bien documenté, le charbon contient naturellement des éléments radioactifs comme l'uranium et le thorium. Quand on le brûle, ces éléments ne disparaissent pas, ils sont concentrés dans les cendres volantes et finissent dispersés dans l'air autour de la centrale. Contrairement aux centrales nucléaires, qui sont conçues avec des systèmes ultra sécurisés pour contenir la radioactivité, enceintes de confinement, procédures strictes, surveillance continue, les centrales à charbon ne sont pas du tout pensées pour ça. Résultat, la combustion du charbon relâche des particules fines radioactives qui, sur le long terme, exposent les populations locales à des doses plus élevées de rayonnement que ne le ferait une centrale nucléaire en fonctionnement normal. Évidemment, les centrales nucléaires peuvent poser des risques beaucoup plus spectaculaires en cas d'accident, Tchernobyl, Fukushima, mais en dehors de ces cas extrêmes, elles sont en fait bien plus propres en termes de radioactivité quotidienne. Ce que l'on oublie souvent, c'est que le charbon tue silencieusement et massivement chaque année, non seulement par sa pollution aux particules fines et au dioxyde de soufre, mais aussi par cette exposition radioactive chronique. C'est un rappel brutal que le mot « nucléaire » fait peur, alors que d'un point de vue purement rationnel et statistique, ce n'est pas nécessairement la source d'énergie la plus dangereuse. Le charbon, quant à lui, reste un des plus grands pollueurs, et ce, à tous les niveaux, air, sol, eau, climat, et même radiation. Une étude réalisée par le MIT en 1972, connue sous le nom de rapport de Limi-Too-Gross, a utilisé des modèles informatiques pour simuler l'évolution de la civilisation humaine en fonction de plusieurs variables clés, croissance démographique, production industrielle, ressources naturelles, pollution et production alimentaire. Parmi les nombreux scénarios testés, l'un d'eux prévoyait un effondrement de la société industrielle aux alentours des années 2040 si la croissance économique et la consommation des ressources continuaient sans adaptation majeure. Ce scénario, baptisé Business as usual, est justement celui qui semble se dérouler actuellement. En 2012, l'économiste et chercheuse australienne Gaia Errington a revisité les données d'origine avec des chiffres plus récents et a conclu que le monde suivait toujours cette trajectoire inquiétante. Les tendances observées, dégradation des sols, stagnation des rendements agricoles, surconsommation des ressources, pollution croissante, étaient en ligne avec les prévisions du modèle. Ce n'est pas un effondrement soudain type Mad Max, mais plutôt une série d'effets dominos, pénurie alimentaire, augmentation des inégalités, effondrement de certaines institutions, conflits pour l'accès aux ressources, et perte de la capacité des systèmes à s'autoréguler. L'un des points clés du scénario actuel est la perte de fertilité des terres à cause de la pollution, de l'érosion et du changement climatique. Le sol est une ressource vivante, et lorsqu'il est surexploité, contaminé ou épuisé, il met des décennies à se régénérer. On voit déjà apparaître ce phénomène dans de nombreuses régions agricoles majeures, le surusage de pesticides, la salinisation, la déforestation et la monoculture ont des conséquences durables. Si la production alimentaire ne suit plus la croissance de la population ou devient trop instable à cause du climat, cela crée des pénuries, des hausses de prix et de l'instabilité politique.
L'histoire est pleine d'exemples où les famines ont précipité des révoltes ou des effondrements d'empires. La différence, aujourd'hui, c'est que ce processus pourrait se produire à l'échelle mondiale, avec des interdépendances complexes entre nations, chaînes d'approvisionnement et marchés financiers. Le plus ironique dans tout ça, c'est que le rapport du MIT ne se voulait pas fataliste, c'était un avertissement. Il montrait que des ajustements étaient possibles, ralentissement de la croissance, changement des priorités économiques, transition énergétique, pour éviter le pire. Mais à ce jour, malgré la multiplication des signes d'alerte, les politiques mondiales restent largement alignées avec le scénario on continue comme avant. Si rien ne change de façon structurelle, on pourrait bien vivre dans la décennie où les conséquences deviennent irréversibles. Les plantes de Magnolia sont si anciennes qu'elles existaient avant même l'apparition des abeilles comme pollinisateurs. À l'époque, leur pollinisation était assurée principalement par des coléoptères, ce qui est toujours le cas aujourd'hui pour certaines espèces. C'est un excellent exemple de coévolution ancienne entre plantes et insectes, mais avec des acteurs bien différents de ceux que l'on associe habituellement à la pollinisation. Les magnolias sont apparus il y a environ 95 à 130 millions d'années, à une époque où les abeilles n'avaient pas encore évolué. Les coléoptères, en revanche, étaient déjà présents et nombreux. Comme ils sont plus maladroits et plus bruts dans leur déplacement que les abeilles, les fleurs de magnolia ont développé des structures robustes, des pétales épais, cireux, et souvent résistants aux morsures ou frottements des insectes. Leur pistil est également bien protégé pour résister à ce type de pollinisation un peu plus agressive. Ce lien très ancien explique aussi pourquoi les magnolias n'ont pas forcément les caractéristiques typiques des plantes pollinisées par les abeilles, comme des couleurs vives ou une forme tubulaire. Leurs fleurs sont souvent grandes, ouvertes et dégagent un parfum puissant, attirant ainsi les coléoptères par l'odeur et l'accès facile au pollen. Ce genre de détail montre à quel point l'histoire de l'évolution influence encore aujourd'hui les formes et les comportements des plantes. Le magnolia est un véritable fossile vivant dans ce sens, témoin d'un monde végétal très différent de celui que l'on connaît aujourd'hui. Un autre événement de type Carrington aujourd'hui serait, sans exagération, catastrophique à l'échelle planétaire. L'événement d'origine, en 1859, était une énorme tempête solaire, une éjection de masse coronale du Soleil, qui a projeté un nuage de plasma chargé vers la Terre. Quand ce nuage a percuté notre champ magnétique, il a déclenché une géomagnétosphère en surchauffe, provoquant des aurores visibles jusqu'aux tropiques et des pannes massives de télégraphes. Certains opérateurs auraient même reçu des décharges électriques et des lignes ont spontanément pris feu. Mais à l'époque, le télégraphe était à peu près la seule technologie électrique en usage. Aujourd'hui, on est à des années-lumière de ce contexte. Tout, absolument tout, repose sur l'électricité et les systèmes électroniques, satellites, réseaux électriques, GPS, Internet, hôpitaux, banques, systèmes de distribution d'eau, chaînes logistiques, contrôle aérien, transport, etc. Un événement Carrington moderne agirait comme une sorte de MP naturel, mais à l'échelle planétaire. Les courants induits par la tempête pourraient griller les transformateurs, détruire les satellites, perturber les communications radio et rendre inutilisables des millions d'appareils. Et c'est là que l'effet domino commence. Plus d'électricité, plus de pompes à essence, plus de réfrigération, plus de lumière, plus de chauffage ou clim, plus d'eau potable, car les stations d'épuration s'arrêtent. Plus de communication, plus de téléphones, plus d'Internet, plus de coordination d'urgence. Plus de logistique, les camions ne roulent plus, les chaînes d'approvisionnement sont paralysées. Plus de soins, les hôpitaux tournent sur générateur pour quelques jours, après quoi les soins critiques s'arrêtent. En quelques jours, le chaos s'installe, pénuries alimentaires, rupture de médicaments, troubles civils, effondrement des services publics. Et contrairement à un blackout local, on ne peut pas juste appeler quelqu'un pour venir réparer, les réparateurs aussi sont dans le noir, tout comme les outils, les pièces détachées, les serveurs de données, les communications gouvernementales. Les scientifiques savent que ce type d'événement pourrait se reproduire, il y en a eu un autre sérieux en 1989 qui a plongé tout le Québec dans le noir. On l'a échappé belle en 2012,
quand une éjection massive est passée juste à côté de la Terre. Donc ouais, une autre tempête de cette ampleur, aujourd'hui, ne détruirait pas la planète, mais elle pourrait mettre fin à notre mode de vie moderne en quelques heures. Et pour l'instant, on n'est pas vraiment prêt. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a commis des atrocités massives, en particulier à travers les activités de l'unité 731, une division secrète de l'armée impériale située en Mandchourie. Là-bas, les scientifiques et médecins japonais ont mené des expériences inhumaines sur des prisonniers de guerre chinois, coréens, soviétiques et même sur des civils. Les témoignages et documents déclassifiés parlent d'ouverture de femmes enceintes sans anesthésie pour observer le développement du fœtus, infection volontaire par la syphilis ou la peste bubonique, amputation, vivisection, et tests d'armes biologiques comme des bombes à anthrax ou à peste testées sur des villages entiers. C'était l'équivalent japonais d'Auschwitz, mais beaucoup moins connu en Occident. Contrairement à l'Allemagne nazie, dont les responsables ont été jugés lors du procès de Nuremberg, les membres de l'unité 731 n'ont presque jamais été poursuivis. Le gouvernement des États-Unis, après la guerre, a choisi de leur accorder l'immunité en échange de leurs données expérimentales, qu'ils considéraient comme précieuses pour la recherche biologique et militaire. Autrement dit, ils ont été protégés au nom de la science et de la guerre froide. Beaucoup de ces scientifiques, comme Shirishi, le chef de l'unité, ont fini leur vie libre et parfois même honorés, travaillant dans des hôpitaux ou des universités japonaises après la guerre. Le Japon lui-même n'a jamais officiellement reconnu l'ampleur de ces crimes, et les excuses officielles se sont faites rares et tardives, souvent sous pression internationale. C'est une partie de l'histoire volontairement éclipsée pendant des décennies, notamment parce que les Alliés voulaient maintenir le Japon comme allié stratégique contre l'URSS, mais aussi à cause du manque de volonté politique pour rouvrir des plaies gênantes après la guerre. Beaucoup de gens vont faire face à des problèmes d'infertilité, et pourtant, c'est un sujet rarement abordé dans les cours de santé au collège ou au lycée. On apprend comment ne pas tomber enceinte, comment éviter les IST, mais on parle très peu, voire pas du tout, des difficultés potentielles à concevoir un enfant plus tard. Du coup, quand les couples rencontrent ces obstacles, c'est souvent un choc émotionnel profond, auquel ils ne sont ni informés ni préparés. L'infertilité concerne environ un couple sur 8 dans les pays développés, et les chiffres sont en hausse, en partie à cause du report de l'âge de la parentalité, mais aussi à cause de facteurs environnementaux, du stress, et parfois sans cause identifiable. Ce silence autour de l'infertilité crée un isolement, les personnes touchées ont souvent l'impression d'être seules à vivre ça, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus courant qu'on ne le croit. Un autre aspect complètement occulté dans l'éducation sexuelle, c'est la fréquence des fausses couches. Statistiquement, environ une grossesse sur 4 se termine en fausse couche, souvent très tôt, parfois même avant que la personne sache qu'elle était enceinte. Et pourtant, c'est un sujet encore tabou, entouré de honte ou de silence. Beaucoup de femmes culpabilisent alors qu'il s'agit généralement d'un phénomène naturel, souvent lié à des anomalies chromosomiques. Ce manque d'éducation contribue à une double souffrance, celle de l'épreuve elle-même, et celle d'un entourage qui ne comprend pas, qui minimise, ou qui ne sait pas comment réagir. Parler de ces réalités dès le plus jeune âge, de manière adaptée, bien sûr, permettrait non seulement de préparer les gens, mais aussi de créer une culture de compassion et de soutien au lieu d'un mur de gêne ou d'ignorance. Le traumatisme, ce n'est pas juste dans la tête au sens figuré, ça modifie littéralement la structure et le fonctionnement du cerveau. Le trouble de stress post-traumatique est en réalité une blessure neurologique, pas simplement un trouble émotionnel. Les études en imagerie cérébrale ont montré que chez les personnes atteintes de PTSD, l'amygdale, qui gère la peur et les réactions de survie, est hyperactive. Elle réagit de façon excessive, même à des stimuli mineurs. Le cortex préfrontal, qui aide à réguler les émotions et la prise de décision, est sous-actif, ce qui rend plus difficile le contrôle des réponses émotionnelles ou l'évaluation rationnelle du danger. L'hippocampe, impliqué dans la mémoire et la différenciation entre le passé et le présent, rétrécit. Ce rétrécissement peut expliquer pourquoi les personnes avec un TSPT revivent leurs souvenirs comme s'ils étaient en train de se produire,
sans pouvoir les classer comme appartenant au passé. En gros, le cerveau d'une personne traumatisée est physiquement modifié, ses circuits de traitement de l'information, du stress et de la mémoire ne fonctionnent plus comme avant. Et ces changements peuvent être durables, parfois irrémédiables sans aide appropriée. C'est pourquoi on parle de plus en plus du TSPT comme d'un traumatisme cérébral invisible, au même titre qu'une commotion cérébrale, sauf qu'il vient de la peur extrême, de la terreur ou de la violence vécue, et non d'un coup physique. C'est aussi pour ça que des vétérans, des victimes d'abus, des survivants de catastrophes ou d'accidents ne peuvent pas simplement passer à autre chose, parce que leur cerveau a été littéralement blessé. Un gamma ray burst, ou sursaut gamma, c'est l'un des phénomènes les plus violents et énergétiques de l'univers, et ouais, s'il en arrivait un dirigé vers la Terre, on serait absolument foutu, sans même le voir venir. Ces rafales de rayons gamma sont émises lors de l'effondrement d'étoiles massives, hypernovas, ou de la fusion d'étoiles à neutrons, des événements cataclysmiques souvent à des milliards d'années-lumière. Mais s'ils sont orientés pile dans notre direction, le faisceau de rayonnement, extrêmement concentré, peut traverser l'espace à la vitesse de la lumière, ce qui veut dire aucun avertissement, aucun moyen de détection avant que ce ne soit déjà en train de frapper. Et le pire ? Ce n'est pas juste un rayon laser cosmique. Un GRB suffisamment proche stériliserait la Terre en quelques minutes. Il pulvériserait la couche d'ozone, laissant les UV du Soleil rôtir toute vie en surface. Il provoquerait une pluie d'oxyde d'azote, ce qui plongerait la planète dans un hiver radioactif, avec une extinction de masse à la clé. Tout ce qui n'est pas profondément enfoui sous terre ou dans les abysses océaniques serait cuit, irradié ou détruit à très court terme. On pense qu'un GRB pourrait même être responsable d'une des grandes extinctions passées de la Terre, possiblement l'extinction de l'Ordovicien, il y a 450 millions d'années. Et aujourd'hui, même si la probabilité qu'un GRB nous frappe pile en ligne droite est extrêmement faible, elle n'est pas zéro. En gros, l'univers est immense, violent, indifférent, et les dés sont toujours en train de rouler. Mais bon, s'il en arrive un, ce sera instantané, indolore et absolument inévitable. Pas un mauvais moyen de disparaître, tout bien considéré. Ton 618 est l'un des objets les plus massifs jamais découverts dans l'univers, et c'est tellement extrême que ça dépasse complètement l'échelle de ce que notre cerveau est habitué à concevoir. Il s'agit d'un trou noir ultramassif, une catégorie encore plus démesurée que les trous noirs supermassifs comme celui qu'on a au centre de la Voie lactée. Il est situé à environ 10,3 milliards d'années-lumière, donc on l'observe tel qu'il était il y a plus de 10 milliards d'années, à une époque où l'univers était encore jeune. Et pourtant, on voit toujours la lumière déformée par lui, tellement son champ gravitationnel est immense. C'est un quasar, c'est-à-dire un trou noir entouré d'un disque d'accrétion de matière chauffée à des températures extrêmes, ce qui le rend incroyablement lumineux, même s'il est situé à l'autre bout de l'univers observable. Sa masse estimée est de l'ordre de 66 milliards de fois celle du Soleil. Pour te donner une idée plus concrète, si tu remplaçais le Soleil par ton 618, il engloutirait l'ensemble de notre système solaire, et 13 autres comme lui en largeur. Son diamètre est environ 14 fois plus grand que l'orbite de Neptune, ce qui veut dire qu'il pourrait littéralement contenir toute notre carte du système solaire plusieurs fois de suite, côte à côte. Si un truc pareil apparaissait à la place de notre Soleil, on ne survivrait pas une fraction de seconde, la Terre serait aspirée et démolie avant même de comprendre ce qui se passe. Et si on le remplaçait au centre de la Voie lactée à la place de Sagittarius A ? Selon certains modèles, il désintégrerait la galaxie en moins de 120 ans, en perturbant gravitationnellement toutes les étoiles, planètes et gaz. Et ce qui est vraiment flippant, c'est que ce trou noir ne mange pas des planètes, il mange des galaxies entières. Il est si massif qu'il aurait probablement dévoré des milliers de systèmes solaires pour atteindre cette taille. Ce n'est pas juste un objet massif, c'est une machine à annihiler la matière, une sorte de gouffre cosmique absolu, une fin de tout ce qui existe dans sa portée. Et le plus dingue, c'est qu'il a existé très tôt dans l'histoire de l'univers. Ce qui veut dire qu'il s'est formé et a grossi très rapidement, à un rythme qu'on n'arrive pas encore à expliquer complètement.
Comment une telle monstruosité a pu atteindre cette taille dans un univers aussi jeune? On ne sait pas. Depuis 1970, environ 50% des insectes ont disparu à l'échelle mondiale. Rien que ces 30 dernières années, on observe une baisse moyenne de 27% de la population d'insectes, avec des déclins annuels variant entre 1 et 4% selon le genre. Ce n'est pas seulement une crise écologique silencieuse, c'est une alarme rouge pour tout l'écosystème terrestre, y compris pour l'humanité. Les insectes ne sont pas seulement des nuisibles ou des bestioles qu'on écrase sans y penser. Ils jouent un rôle fondamental dans presque tous les systèmes biologiques, pollinisation des cultures, recyclage des déchets organiques, aération des sols, base de la chaîne alimentaire pour d'innombrables oiseaux, amphibiens et petits mammifères. Leur disparition en masse, surnommée par certains chercheurs l'Armageddon des insectes, a des implications concrètes: baisse de la production agricole, disparition d'espèces animales dépendantes d'eux, déséquilibre des sols et explosion des parasites résistants. Les causes de ce déclin sont multiples mais bien identifiées: destruction des habitats, notamment l'agriculture industrielle et l'urbanisation, usage massif de pesticides, comme les néonicotinoïdes, pollution lumineuse, réchauffement climatique, espèces invasives et fragmentation des écosystèmes. Il y a aussi un effet cumulatif: un environnement stressant affaiblit les populations d'insectes, qui deviennent ensuite plus vulnérables aux maladies, aux variations climatiques et à la concurrence. Le problème, c'est que les insectes sont rarement suivis aussi rigoureusement que les oiseaux ou les grands mammifères. Leur déclin passe donc plus inaperçu, alors même qu'il est plus brutal. Ce n'est pas exagéré de dire qu'une planète avec moitié moins d'insectes qu'il y a 50 ans est une planète profondément appauvrie. Et cette tendance continue. Sans un changement radical de nos pratiques agricoles, de notre rapport à la biodiversité, et sans politiques ambitieuses de restauration des habitats, on risque de franchir un point de non-retour. La disparition des insectes n'est pas une anecdote écologique, c'est une crise systémique aux répercussions planétaires. Quand tu prends un coup de soleil, la sensation de brûlure ne vient pas simplement d'un échauffement ou d'un dégât thermique, ni même directement des cellules brûlées. Ce qui se passe en réalité, c'est que les rayons UV du soleil causent des dommages au niveau de l'ADN des cellules de ta peau. Et là, ton corps a un réflexe de survie ultra malin: les cellules détectent qu'elles ont été endommagées, et au lieu de risquer de devenir cancéreuses en continuant à vivre avec cet ADN défectueux, elles se déclenchent en apoptose, un processus de suicide cellulaire programmé. La rougeur et la douleur, c'est l'inflammation: ton système immunitaire débarque pour nettoyer les cellules mortes et limiter les dégâts. Et la peau qui pèle, c'est littéralement ton corps qui se débarrasse en masse des cellules qui auraient pu mal tourner. C'est un système de protection hyper efficace, même si un peu radical. Donc ouais, la prochaine fois que tu pèles, c'est pas juste chiant, c'est ton corps qui te protège contre un potentiel cancer de la peau. Impressionnant, non? La température corporelle humaine dans les pays développés est en réalité en train de baisser, tandis que le réchauffement climatique augmente les seuils de tolérance à la chaleur pour de nombreuses espèces de champignons. Ce croisement de tendances ouvre la porte à un tout nouveau problème médical: les infections fongiques chez l'être humain deviennent plus fréquentes et plus dangereuses, car notre principale barrière naturelle, une température corporelle trop élevée pour la plupart des champignons, commence à perdre de son efficacité. Traditionnellement, la température moyenne du corps humain était de 37 degrés Celsius, mais des études récentes montrent qu'elle est en légère mais constante diminution depuis plusieurs décennies, avoisinant désormais plutôt les 36,5 degrés Celsius dans certaines populations. En parallèle, certaines espèces de champignons, autrefois incapables de survivre à la température humaine, évoluent ou migrent dans des environnements plus chauds, augmentant ainsi leur résistance thermique. Le cas le plus médiatisé est celui de Candida auris, un champignon émerge devenu multirésistant aux antifongiques et particulièrement menaçant pour les patients immunodéprimés. Ce phénomène soulève un problème plus large lié à l'évolution de l'immunité chez les mammifères. L'une des raisons pour lesquelles les mammifères ont connu un tel succès sur Terre après l'extinction massive du Crétacé-Tertiaire, il y a 66 millions d'années, c'est précisément leur température corporelle élevée.
Après l'impact de l'astéroïde, une couche de poussière a recouvert l'atmosphère, bloquant la lumière du Soleil et plongeant la planète dans un refroidissement brutal. Les reptiles, à sang froid, ne pouvaient plus réguler leur température pour se défendre contre les infections, notamment fongiques. Des preuves fossiles et géologiques suggèrent qu'une explosion massive de champignons a eu lieu à ce moment-là, recouvrant les forêts et accélérant l'effondrement des écosystèmes. Les mammifères, eux, ont pu survivre à cette explosion fongique grâce à leur température interne plus élevée, qui agissait comme un bouclier naturel contre ces pathogènes. En fait, certains scientifiques avancent que cette pression fongique pourrait avoir été un facteur clé dans l'émergence et la domination des mammifères après la disparition des dinosaures. Aujourd'hui, ironiquement, ce même mécanisme protecteur pourrait être affaibli. La combinaison d'une baisse de la température corporelle humaine et d'un réchauffement de l'environnement qui favorise l'évolution de champignons plus résistants crée une zone de risque biologique encore largement sous-estimée. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà en cours, et cela pose la question de notre préparation face à des pathogènes émergents que l'on ne peut ni anticiper facilement ni combattre efficacement avec les antifongiques actuels. Si tu es exposé à la rage et que tu commences à présenter des symptômes, tes chances de survie sont proches de zéro. C'est l'une des maladies les plus mortelles connues chez l'humain. La rage est causée par un virus neurotrope qui, une fois qu'il atteint le système nerveux central, provoque une encéphalite aiguë. À ce stade, il est quasiment impossible de l'arrêter. Les symptômes peuvent commencer de façon assez vague, fièvre, picotement autour de la morsure, puis dégénérer rapidement en délire, hallucinations, paralysie, hydrophobie, et finalement la mort, souvent en quelques jours. La seule vraie chance de survie, c'est de recevoir le traitement post-exposition, vaccin antirabique plus immunoglobuline, avant l'apparition des symptômes. Ce traitement est ultra efficace s'il est administré à temps. Mais une fois que les signes cliniques apparaissent, le taux de mortalité approche les 100%. Il y a eu quelques survivants dans le monde, mais c'est rarissime et souvent dans des cas très particuliers, avec des séquelles lourdes. Donc en cas de morsure par un animal potentiellement enragé, urgence absolue, pas de temps à perdre. La rage, c'est un virus terrifiant justement parce qu'il te laisse une fenêtre minuscule pour agir. Il est transmis principalement par la salive d'un animal infecté, souvent par morsure. Une fois dans le corps, le virus ne se propage pas tout de suite dans le sang comme beaucoup d'autres, il avance lentement le long des nerfs, direction le cerveau. Ce trajet peut prendre quelques jours à plusieurs semaines, et c'est ça qui te donne une chance de t'en sortir, mais uniquement si tu agis à temps. Le traitement post-exposition consiste en un nettoyage immédiat et minutieux de la plaie avec de l'eau et du savon pendant au moins 15 minutes. Une injection d'immunoglobulines antirabiques si la morsure est sévère. Une série de vaccins antirabiques répartis sur quelques semaines. Ce traitement est presque 100% efficace, mais uniquement si tu le reçois avant l'apparition des premiers symptômes. Et c'est là que ça devient cauchemardesque, une fois que les symptômes apparaissent, agitation, confusion, anxiété, difficulté à avaler, spasmes musculaires, hallucinations, et cette fameuse hydrophobie, peur panique de l'eau, parce que les muscles se contractent de façon incontrôlable quand on essaie de boire, c'est trop tard. Le cerveau est déjà en train de dégénérer. Il n'y a pas de traitement curatif connu à ce stade, et le taux de mortalité est pratiquement de 100%. Il y a bien eu quelques cas très médiatisés de survivants, comme le fameux protocole de Milwaukee, où une patiente a été plongée dans un coma artificiel pour laisser son corps lutter contre le virus, mais même ce protocole n'a pas prouvé son efficacité de façon fiable, et la plupart des tentatives se soldent par des échecs. Donc si tu te fais mordre ou griffer par un animal potentiellement porteur de la rage, même un animal domestique inconnu, ou une chauve-souris, tu cours à l'hôpital immédiatement. Tu ne surveilles pas, tu n'attends pas de voir si ça gonfle, tu traites ça comme une urgence vitale. Parce qu'une fois que tu ressens le moindre symptôme, il n'y a plus de retour en arrière. Les États-Unis ont perdu, et n'ont jamais récupéré, au moins 6 dispositifs nucléaires. Cela peut sembler invraisemblable, mais ces cas sont bien documentés dans les archives militaires sous le terme de Broken Arrow, qui désigne des accidents impliquant des armes nucléaires, sans menace d'une guerre nucléaire.
Ces pertes sont survenues lors de crashs d'avions, de naufrages ou de problèmes logistiques pendant la guerre froide, une période où les armes nucléaires étaient régulièrement transportées à travers le monde pour maintenir une posture de dissuasion. Un exemple marquant est l'accident de 1958 près de Tibet Island, en Géorgie. Un bombardier B-47 a été contraint de larguer une bombe nucléaire Mark 15 dans l'océan après une collision avec un autre avion. Bien que la bombe n'ait pas vu sa charge nucléaire principale activée, elle contenait tout de même des composants radioactifs, et elle n'a jamais été retrouvée. Un autre cas célèbre s'est produit en 1968 avec le naufrage du sous-marin USS Scorpion dans l'Atlantique. On pense qu'il transportait des torpilles nucléaires, et l'épave n'a été localisée que plusieurs mois plus tard. Les engins nucléaires à bord n'ont jamais été récupérés officiellement. Ces événements soulèvent des inquiétudes à long terme en matière de sécurité et d'environnement. Même si la plupart des dispositifs perdus sont théoriquement sécurisés contre une détonation accidentelle, ils contiennent des matériaux radioactifs qui peuvent contaminer les écosystèmes marins ou souterrains. Cela montre aussi à quel point la gestion des arsenaux nucléaires, surtout pendant la guerre froide, pouvait parfois être chaotique, avec des risques sous-estimés. Faut jamais utiliser de l'eau de Javel pour nettoyer de l'urine de chat. Sérieusement. L'urine de chat contient de l'ammoniac, une substance naturellement présente dans les déchets azotés. Quand tu mélanges ça avec de l'eau de Javel, qui contient de l'hypochlorite de sodium, tu déclenches une réaction chimique qui libère du gaz chloré, c'est-à-dire du chlore gazeux, un gaz hautement toxique. Même en petite quantité, ça peut provoquer des irritations des yeux, de la gorge, des poumons et des difficultés respiratoires. Et dans un espace mal ventilé, ça peut carrément devenir dangereux pour ta santé, voire mortel dans des cas extrêmes. Si tu dois nettoyer un pipi de chat, utilise plutôt du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude ou des produits enzymatiques spécialement conçus pour ça. Ils neutralisent les odeurs et décomposent les résidus sans créer de gaz toxiques. Il est tout à fait possible que le champ de Higgs, qui donne sa masse aux particules, soit en réalité dans ce qu'on appelle un état de vide métastable, autrement dit un faux vide. Ça veut dire qu'on n'est peut-être pas dans l'état d'énergie le plus bas possible de l'univers, juste dans un état temporairement stable, comme une balle posée dans une cuvette peu profonde, qui pourrait basculer dans une vallée plus profonde à tout moment. Si ce faux vide venait à se désintégrer vers l'état de vrai vide, cela entraînerait un phénomène appelé transition de phase du vide. Une bulle d'énergie plus stable se formerait quelque part dans l'univers, et cette bulle s'étendrait à la vitesse de la lumière, anéantissant instantanément tout sur son passage, les lois de la physique, la matière, l'espace-temps tel qu'on le connaît, tout serait réécrit ou simplement détruit. Aucun moyen de le sentir venir, aucun moyen de l'arrêter. Même la structure des atomes pourrait devenir impossible. Ce n'est pas juste de la science-fiction, c'est une hypothèse réaliste basée sur les mesures du boson de Higgs, découvert en 2012, et de la masse du top quark. Selon certaines modélisations, les valeurs observées placeraient l'univers à la limite de la stabilité. Pas totalement stable, mais pas tout à fait instable non plus, ce qui suggère qu'on pourrait vivre sur une sorte de fil cosmique, stable pour le moment, mais fondamentalement précaire. Cela dit, même si c'est théoriquement possible, ce genre d'événement est incroyablement peu probable à court terme. Les calculs parlent de temps de désintégration bien plus long que l'âge actuel de l'univers, donc à moins d'un déclencheur improbable, genre une fluctuation quantique géante ou une collision d'énergie folle, on peut dormir tranquille, pour l'instant. Les anévrismes cérébraux sont l'un de ces trucs terrifiants parce qu'ils peuvent littéralement tuer sans prévenir, peu importe ton âge, ton état de santé ou ton mode de vie. Un anévrisme, c'est une dilatation anormale dans une artère du cerveau, un peu comme un ballon qui se gonfle sur une partie faible de la paroi. Et parfois, sans aucun signe avant-coureur, ce ballon éclate. Quand ça arrive, ça cause une hémorragie cérébrale massive, et souvent la personne meurt en quelques minutes ou quelques heures. Le plus flippant, c'est que tu peux en avoir un sans jamais le savoir. La majorité ne sont détectés que s'ils éclatent, et à ce moment-là, il est souvent trop tard. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire,
ce n'est pas réservé aux personnes âgées ou à celles qui ont des antécédents médicaux lourds. Il y a des ados, des jeunes adultes, des sportifs, des gens parfaitement en bonne santé qui meurent d'un anévrisme du jour au lendemain. Comme le gamin de 16 ans dont tu parles, ça arrive, et c'est brutal. Il s'est couché un soir, et il ne s'est jamais réveillé. Pas de signe, pas de deuxième chance. Parfois, il y a des petits signaux avant-coureurs, maux de tête violents et soudains, vision double, raideur de la nuque, mais souvent, c'est silencieux jusqu'au moment de la rupture. Et même avec une prise en charge rapide, le taux de survie reste faible, et les séquelles sont souvent graves. C'est une des raisons pour lesquelles certains médecins recommandent des scanners préventifs si tu as des antécédents familiaux ou des migraines atypiques, même si ça reste rare comme pratique. Le truc glaçant avec les anévrismes, c'est vraiment cette part d'aléatoire. Tu peux vivre toute ta vie avec un et ne jamais le savoir. Ou il peut péter à 16 ans pendant ton sommeil, sans raison apparente. Les microplastiques dans notre alimentation et notre eau ne se contentent pas de rester dans le système digestif, ils peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique, ce qui veut dire qu'ils atteignent directement le cerveau. La barrière hémato-encéphalique est censée protéger le cerveau contre les substances toxiques en filtrant ce qui passe du sang vers le système nerveux central. Mais certaines études récentes montrent que des particules de plastique ultra fines, nanoplastiques, encore plus petites que les microplastiques, peuvent réussir à la franchir. Une fois là, elles peuvent provoquer de l'inflammation, du stress oxydatif, voire perturber la communication neuronale. On commence à peine à comprendre les implications à long terme, mais ce n'est pas très rassurant. Des recherches sur des animaux ont montré des effets sur le comportement, la mémoire, et même le développement neurologique. Et comme on trouve aujourd'hui des microplastiques dans l'eau du robinet, l'air, la nourriture, et même dans le placenta humain, on est tous exposés, que ça nous plaise ou non. Ce n'est plus juste un problème d'environnement ou d'océan, ça touche littéralement notre biologie à un niveau fondamental, et on est encore loin de savoir à quel point c'est grave. Lorsque la génération des baby-boomers remplira les maisons de retraite, il est très probable qu'il n'y aura pas assez de personnel infirmier pour s'occuper d'eux, car de plus en plus d'infirmiers et d'infirmières quittent la profession. Ce problème est déjà en train de se dessiner dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, où une combinaison de facteurs aggrave la pénurie, conditions de travail éprouvantes, salaires parfois peu compétitifs, épuisement professionnel, burn-out et un manque chronique de reconnaissance. Les baby-boomers, nés entre 1946 et 1964, forment une génération très nombreuse. Beaucoup d'entre eux ont déjà atteint ou vont bientôt atteindre un âge nécessitant des soins à long terme. Cette pression sur le système de santé coïncide avec une vague de départ à la retraite parmi les infirmiers eux-mêmes, dont beaucoup sont aussi issus de cette génération. En parallèle, les jeunes diplômés en soins d'infirmiers ne sont pas assez nombreux pour combler le vide, et parmi ceux qui entrent dans la profession, un nombre croissant quitte rapidement à cause du stress, des charges de travail excessives ou d'un environnement professionnel difficile, sous-effectifs, horaires instables, agressions verbales de patients ou de familles, etc. La pandémie de Covid-19 a amplifié cette tendance, révélant brutalement les failles du système de santé. Certaines régions tentent de réagir en formant des aides-soignants plus rapidement, en proposant des incitatifs financiers ou en recrutant à l'étranger, mais ce sont souvent des solutions temporaires. Si rien n'est fait pour améliorer les conditions de travail et renforcer la formation à long terme, on risque d'atteindre une crise humanitaire dans les établissements de soins, avec des personnes âgées négligées ou mises sur des listes d'attente interminables pour obtenir une place. Les spores de l'anthrax sont incroyablement résistantes et peuvent rester viables pendant des décennies, voire plus d'un siècle, dans le sol ou dans des matériaux d'origine animale comme des peaux séchées, de la laine, des os ou du cuir traité. Ces spores entrent en dormance quand les conditions sont défavorables, comme le manque d'oxygène ou de nutriments, mais restent parfaitement capables de se réveiller dès que les conditions s'améliorent. C'est ce qui rend l'anthrax si dangereux dans les zones où le sol a été contaminé. Des pâturages entiers peuvent devenir des pièges mortels pour le bétail des années après une première contamination.
Il y a eu des cas où des ouvriers du cuir ou des tambours fabriqués à partir de peaux importées de zones à risque ont contracté l'anthrax des décennies après que les animaux aient été tués, simplement parce que les spores étaient encore là, intacts. C'est aussi pour ça que l'anthrax est classé comme arme biologique potentielle. Les spores sont faciles à stocker, à disperser, et extrêmement durables. Une fois inhalées, elles peuvent provoquer une forme de la maladie particulièrement agressive, avec un taux de mortalité très élevé si elle n'est pas traitée immédiatement. Donc ouais, ces petites saloperies peuvent littéralement attendre dans la terre ou dans une vieille peau de tambour pendant des générations, et tuer dès qu'elles trouvent un hôte vivant. Dans pas mal de petites villes rurales, en Irlande notamment, il y a des cimetières construits en hauteur par rapport au reste de la commune, parfois sur des collines ou des pentes. Et ce qui se passe, c'est que l'eau de pluie qui s'infiltre dans le sol du cimetière peut entraîner avec elle des substances issues de la décomposition, y compris des produits chimiques comme le formaldéhyde, utilisé pour l'embaumement des corps. Le formaldéhyde est un produit toxique, classé comme cancérogène probable, mais à des niveaux très faibles, comme ceux qu'on pourrait retrouver dans une eau de pluie contaminée. Il ne va pas te tuer sur le champ. Il peut quand même irriter les muqueuses ou causer des troubles à long terme si tu y es exposé régulièrement. Mais au-delà de la toxicité, c'est juste l'idée de boire de l'eau contenant des résidus de fluides funéraires, des restes humains filtrés à travers le sol, ce que certains appellent avec humour noir du jus de cadavre, qui est profondément dérangeante. Et dans des régions où les nappes phréatiques sont peu profondes ou où les systèmes de traitement de l'eau sont rudimentaires, ce genre de contamination est loin d'être impossible. Il n'y a souvent pas de régulation stricte sur la distance minimale entre un cimetière et un puits privé. Résultat, des traces de formaldéhyde, de bactéries, voire d'autres composés liés à la décomposition peuvent se retrouver dans l'eau potable. Ça ne fera peut-être pas la une des journaux ou ne déclenchera pas une épidémie, mais une fois que tu sais que ton eau a pu traverser 6 couches de cercueil avant d'atteindre ton robinet, difficile de la boire comme si de rien n'était. Ce qui s'est passé avec Dupont et les acides perfluorooctanoïques, c'est l'un des exemples les plus choquants de pollution industrielle délibérée et de dissimulation à grande échelle, et pourtant, ça reste largement ignoré par le grand public. Les PFOA font partie de la grande famille des produits chimiques éternels, ou PFAS, utilisés notamment pour fabriquer des matériaux résistants à la chaleur, à l'huile, à la graisse et à l'eau, genre le téflon, les emballages alimentaires, les revêtements anti-adhésifs, etc. Dupont les a utilisés massivement pendant des décennies, en connaissance de cause des dangers, toxicité pour le foie, effets cancérigènes, perturbations endocriniennes, problèmes de fertilité, etc. Le plus glaçant ? Dupont savait depuis les années 70 que le PFOA s'accumulait dans le corps humain et qu'il ne s'élimine presque pas, demi-vie de 20 ans dans l'organisme. Et malgré ça, l'entreprise a continué à déverser des tonnes de PFOA dans les rivières, les sols et l'air, en particulier autour de son usine de Parkersburg, en Virginie-Occidentale. Aujourd'hui, plus de 98% des Américains ont des traces de PFOA dans leur sang, selon les CDC. Et ce n'est pas un produit qui s'évapore avec le temps, une fois dans ton corps, il y reste pendant des décennies. Les premières grandes révélations sont sorties dans les années 2000 grâce à l'avocat Rob Bilott, qui a poursuivi Dupont dans un procès titanesque, inspirant le film Darkwater en 2019. Dupont a été condamné à plusieurs reprises, a versé des centaines de millions de dollars en dédommagement, mais n'a jamais subi de véritables sanctions pénales, et le procès collectif est encore en cours, avec de nouveaux éléments qui sortent régulièrement. Et malgré l'ampleur du scandale, une entreprise contaminant délibérément presque toute une population, il n'y a pas eu de réelle mobilisation populaire ou de couverture médiatique durable. C'est un cas d'école, une entreprise sachant pertinemment qu'elle empoisonnait des gens pour préserver ses profits, et qui s'en est sortie avec quelques amendes, sans que personne, ou presque, ne finisse en prison. Dans les années 1940 et 1950, le gouvernement canadien et des chercheurs affiliés à l'État ont utilisé des enfants dans les pensionnats comme sujets d'expérimentation humaine, dans des conditions absolument contraires à toute éthique médicale. Les enfants étaient répartis en groupes, certains recevaient des suppléments de fer, de vitamines ou de protéines, tandis que d'autres étaient privés de ces éléments,
parfois même alors qu'ils souffraient déjà de malnutrition sévère. L'idée était de tester l'impact des carences et des traitements nutritionnels, comme s'il s'agissait d'un laboratoire vivant. Ils observaient les effets, fatigue chronique, retard de croissance, lésions de la peau, troubles cognitifs, anémie, etc. Et plutôt que d'intervenir pour aider les enfants qui montraient ces signes évidents de souffrance, les chercheurs continuaient l'expérience pour mesurer les résultats. Pire encore, certains pensionnats avaient leurs soins dentaires volontairement suspendus pour étudier les effets de la malnutrition sur la santé bucco-dentaire. Ces enfants étaient déjà arrachés à leur famille, subissant un système visant à effacer leur culture et leur identité, et ils ont en plus été utilisés comme cobayes involontaires, parfois jusqu'à des conséquences irréversibles sur leur santé. Ce n'est pas un épisode isolé, mais bien une stratégie systémique qui s'inscrit dans une longue histoire de violence médicale et coloniale. Et pendant très longtemps, ces faits ont été effacés ou minimisés dans le récit officiel. Ce n'est qu'au fil des dernières décennies, grâce aux témoignages de survivants et aux travaux de recherche, comme ceux de l'historien Ian Mosby, que ces vérités ont commencé à sortir au grand jour. C'est une réalité profondément dérangeante, des enfants ont souffert, et parfois sont morts, dans le cadre d'expériences scientifiques justifiées par des logiques de suprématie et de déshumanisation. La méthamphétamine était banalisée en Allemagne nazie, au point d'être consommée massivement par l'armée, la population civile, et même intégrée dans des produits alimentaires. Pervitin, c'était le nom commercial de la méthamphétamine fabriquée par la société Temley, lancée à la fin des années 1930. Les nazis l'ont rapidement adoptée comme pilule miracle, elle supprimait la fatigue, la faim, le besoin de sommeil, et boostait temporairement l'euphorie et la concentration. Parfaite, donc, pour la guerre éclair. Pendant la campagne de France en 1940, la Wehrmacht a littéralement carburé à la meth, des millions de pilules de Pervitin ont été distribuées aux soldats pour tenir éveillés pendant plusieurs jours d'affilée. Mais ce n'était pas que pour les militaires, le régime en a aussi glissé dans des chocolats pour femmes au foyer, appelés aux France Chocolade, censés leur donner de l'énergie et de la motivation pour les tâches ménagères. Une manière subtile de stabiliser la société en dopant littéralement les mères et les épouses allemandes. C'était aussi utilisé pour les ouvriers, les étudiants, les cadres, bref, une méthamphétamine en vente libre, avec les éloges des médecins. Et ce n'est pas resté enfermé dans les années 40, la production de Pervitin a continué bien après la guerre, y compris sous des formes médicales dans les deux Allemagnes. En RDA, la production de stimulants a persisté plus longtemps, parfois dans un flou légal ou semi-officiel, ce qui a laissé une empreinte durable. Aujourd'hui encore, certaines régions de l'ex-Allemagne de l'Est ont des taux de consommation de méthamphétamine bien plus élevés que dans d'autres parties du pays, et c'est nettement moins surprenant quand on sait que la culture et la production de ces substances y étaient normalisées pendant des décennies. En gros, le meth en Allemagne, c'est pas juste un problème de drogue moderne. C'est un héritage historique, chimique et idéologique, qui a été littéralement intégré dans les structures de guerre, de travail et de vie quotidienne. Il y a littéralement des maladies oubliées, inconnues ou disparues, piégées dans le permafrost, le sol gelé en permanence dans les régions comme la Sibérie, et ce sol est en train de fondre à cause du changement climatique. Le plus flippant, c'est que certaines de ces bactéries ou virus étaient là bien avant l'existence de la médecine moderne, parfois depuis des dizaines de milliers d'années, et on n'a aucune idée de comment le corps humain réagirait si on les réactivait. Il y a déjà eu quelques cas bizarres. En 2016, dans une région isolée de Sibérie, un gamin est mort de l'anthrax, et des dizaines de personnes ont été hospitalisées. L'hypothèse ? Une carcasse de renne infectée, gelée depuis des décennies, a dégelé pendant une vague de chaleur, relâchant les spores dans l'air. Et c'est juste un exemple avec une maladie connue. Mais imagine maintenant un virus ou une bactérie qu'on n'a jamais vue, qui a été congelé dans un campement préhistorique, ou dans les restes d'un animal éteint, on n'a aucun anticorps, aucun traitement, aucune donnée. Et avec les forages pétroliers, les recherches minières, la fonte du pergélisol, on est littéralement en train de déterrer des trucs qu'on ne comprend pas. Ça pourrait être rien. Ou ça pourrait être une zoonose ultra contagieuse qui passe à l'humain et qu'on repère trop tard.
Bref, on est en train d'ouvrir un congélateur vieux de 30 000 ans sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans, et franchement, c'est pas le scénario de science-fiction le plus rassurant. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.